Bonjour à tous. Je vais vous expliquer, je vais vous décrire un petit peu ce que l'on fait au sein de la plateforme 4PMI à Dijon, sur Saint-Hilaire à Dijon, et sur le développement qu'on a et les approches que nous adoptons. Alors, nos enjeux consistent tout d'abord à développer des outils et des méthodes numériques pour caractériser les phénotypes d'un grand nombre de génotypes, des centaines, des milliers même, d'une variété d'espèces. Donc, vous avez un petit échantillon ici sur la dia. De faire cela dans une variété de scénarios environnementaux, mimant en particulier ceux du changement climatique, et en interaction avec d'autres organismes. Alors, les interactions, ça peut être des interactions plante-plante, mais ça peut être aussi des interactions plante-micro-organismes, qui est l'une de nos spécialités à Dijon, puisque vous le verrez plus tard dans l'exposé. Nous nous attaquons en particulier au challenge des interactions plante-micro-organismes au niveau tellurique. De faire cela à haute résolution et de manière dynamique, non destructive aussi. Nos enjeux sont aussi d'identifier et de mesurer des traits d'intérêt. Ce peut être des traits structuraux, mais aussi des traits fonctionnels, et j'y reviendrai plus tard. Concernant les parties aériennes et systèmes racinaires, alors vous verrez dans ce talk que je me concentre surtout sur la plateforme en conditions contrôlées et au niveau plante, peu au niveau peuplement, pardon. Pourquoi le système racinaire? Parce que c'était longtemps négligé, parce qu'il y a des perspectives relativement importantes de marge dans la sélection, parce qu'ils peuvent participer à la tolérance au stress en particulier et à l'adaptation à l'environnement aussi. Nos enjeux sont aussi de traiter des grands jeux de données, en particulier des jeux d'images qui peuvent être relativement monstrueux, puisque pour une manip, on peut aller jusqu'à 100 000 images. Enfin, d'alimenter des modèles pour la compréhension des mécanismes physiologiques ou bien pour simuler le fonctionnement des plantes en fonction d'un environnement biotique ou abiotique. Et in fine, pour obtenir des variétés plus efficientes, plus tolérantes au stress, plus résilientes et plus performantes, pour pouvoir gérer la compétition ou la complémentarité entre plantes au sein des systèmes de culture et les mélanges d'espèces, de variétés, et aussi pour s'attaquer au challenge de la valorisation de l'interaction plante-micro-organismes mutualistes, et je vous en parlerai plus tard. Ouais. Alors, notre approche, c'est tout d'abord d'acquérir des données. Alors, les données, ça peut être des données environnementales, je pense que François y reviendra, ou Pierre plus tard. Donc, pour caractériser l'environnement, donc ça peut être une centrale autonome que nous avions développée, ou plus récemment, truffer nos différentes serres d'une multitude de capteurs, et ensuite de gérer toute la collecte des données de ces capteurs. C'est aussi développer des outils pour acquérir les données images. Donc, c'est les réseaux tubes que tout le monde doit connaître, si ce n'est pas le cas, je pourrais les décrire un peu plus tard, et qui nous permettent de visualiser le système racinaire des plantes de manière non destructive et avec une grande résolution. De faire cela au sein de ce qu'on appelle nos rhizocabs. Alors, nous avons deux rhizocabs. Une rhizocab qui permet d'aller très, très bas en résolution, à 7 microns, et d'observer jusqu'à des mycorhizes, des disques mycorhiziens. Et une rhizocap qui permet d'aller très haut en débit, puisqu'on peut monter à 2400 rhizotubes par jour, et qui nous permet d'aller à 42 microns, donc de voir les racines les plus fines de la plupart des espèces sur lesquelles on travaille, et d'obtenir des images telles que celles que vous voyez en bas à gauche. Donc là, vous avez un poids et vous avez un focus sur des nodosités qui sont roses, donc en bonne santé et très efficientes. Et nous faisons cela pour une gamme d'espèces. Donc, on élargit au quotidien les espèces sur lesquelles nous travaillons pour valider les outils et aussi, bien sûr, travailler sur différentes thématiques scientifiques. Et nous faisons ça au sein de notre plateforme CERT4PMI, donc avec ces réseaux, mais on peut aussi travailler sur des pots et s'intéresser que la structure aérienne. L'autre approche, c'est de valoriser et de développer au maximum la robotique, donc à toutes les étapes du phénotypage, y compris les tâches amont et aval. Donc, ça concerne l'empotage, ça concerne la désinfection et le nettoyage des plantes, ça concerne aussi le semi-automatique. Là, vous voyez l'empoteuse automatique. Voilà. L'empoteuse automatique qui fonctionne. Et ça permet, et on s'attaque actuellement au dépotage, c'est-à-dire à la dernière partie, quand on récupère les plantes, vous voyez la rapidité à laquelle on peut récupérer le système racinaire. Ça nous permet ça d'ailleurs de faire des omics, c'est-à-dire qu'on va récupérer le système racinaire et hop, on peut le mettre dans un autre liquide et ensuite faire tout ce qu'on veut, transcriptomique, métabolomique, etc. Concernant nos approches, nous travaillons bien sûr sur le développement d'algorithmes, en particulier pour la structure racinaire, mais aussi sur le partage de ces algorithmes avec un ensemble de partenaires que nous avons dans différents projets ou dans différents réseaux.
Et plus récemment, nous nous sommes mis aussi au deep learning pour non seulement avoir une segmentation plus propre des images, c'est-à-dire extraire mieux les formes de ces images, mais aussi pour extraire ensuite les différents traits qui nous intéressent. Alors ça passe par une période d'annotation qu'on appelle vérité terrain, qui est relativement chronophage, mais qui nous permet ensuite, une fois que le deep learning sera efficient, de mieux extraire les formes d'intérêt de manière automatique et aussi de mieux gérer les erreurs qui peuvent être faites lors de l'analyse automatique des images. On fait ça sur maïs, sur blé, sur légumineuses et comme je l'ai dit, avec des partenaires, ça peut être des partenaires privés, le groupe Roulier, au sein de Phénome ou dans d'autres projets. Autre approche, c'est de combiner aussi des méthodes de visualisation de nos scènes, en particulier en utilisant par exemple la PET, la Position Emission Tomography, qui repose sur la visualisation du carbone 11 après son injection dans la plante, combiné à l'imagerie par résonance magnétique. Donc d'un côté, on a la fonction, c'est-à-dire le chemin du carbone qui a été acquis par la plante et distribué au système racinaire, et de l'autre côté, on a la forme. Et quand on combine les deux, on peut très bien voir où va le carbone dans le système racinaire, en particulier s'il va vers les nodosités ou vers les racines, lorsque l'on met une contrainte, par exemple quand on met du nitrate ou quand on change la disponibilité en azote par d'autres manières du système racinaire. Donc, ça nous permet de visualiser les flux de carbone des feuilles vers le système racinaire modulé. Et on a aussi d'autres techniques qui ne sont pas vraiment du phénotypage inédit, mais que je considère comme du phénotypage, qui repose sur l'utilisation d'une plateforme de fluxomique que nous avons développée à Dijon, qui nous permet de faire de la fluxomique C13, 15N et 34S, et donc de suivre ces flux d'éléments au sein des plantes. Et on utilise relativement souvent ce type de plateforme en complément de ce qu'on fait au phénotypage pour avoir de la fonctionnalité et pour aller plus loin dans la compréhension des mécanismes physiologiques. Bien sûr, comme vous l'aurez deviné, ce type de méthode n'est pas adapté à l'analyse de milliers de plantes ni d'une variété d'environnements. Concernant l'interprétation et le passage des formes aux fonctions, nous travaillons aussi nous avons travaillé sur les espaces hybrides, donc pour identifier de manière plus simple les nodosités des racines, c'est un autre exemple. Et plus récemment, avec Pierre Roumet et avec Ardop, nous sommes en train de développer des méthodes basées sur l'utilisation d'IP spectrale pour aller plus loin dans l'identification de la fonction d'un compartiment. Je prends un exemple. Vous voyez à gauche les nodosités, elles sont bien roses, c'est-à-dire qu'elles sont efficientes, qu'elles fixent bien l'azote. En début de vie ou en fin de vie, elles sont plutôt grises. Donc l'intérêt, c'est de travailler à la fois sur la couleur, mais aussi sur la fonction, aller plus loin, avoir du contenu en azote ou d'autres éléments dans la plante pour mieux voir comment les différents compartiments vont effectuer leur fonction et leur efficience. Enfin, concernant les approches, nous utilisons bien sûr de la modélisation. Alors, ça peut être une modélisation relativement mécaniste, telle que celle qui est présentée à gauche, qui nous permet, par exemple, de voir les relations entre carbone et azote au sein des plantes et de relier ça à la phénologie et au développement des différents organes. Mais ça peut être aussi une modélisation beaucoup plus intégrative, telle que celle que vous voyez à droite, qui, elle, nous permettra, via des variables d'efficience qui sont issues de ces modèles intégratifs, de caractériser le fonctionnement de mutants dans une gamme d'environnements ou de celles de génotypes de populations recombinantes en partenariat avec des micro-organismes, voire de détecter des QTL sur des approches beaucoup plus larges de génétique. Je suis toujours dans les temps, je pense. Et une autre approche, finalement, c'est aussi de co-construire, de promouvoir et disséminer. Vous voyez les logos de nos différents partenaires, en particulier les partenaires privés, mais aussi les différents projets dans lesquels nous sommes. Tiens, j'ai oublié Phénome, c'est important. Nous disséminons aussi nos innovations au niveau mondial, puisque nous possédons 2 brevets, une marque, et nous distribuons à peu près partout dans le monde maintenant. Mais ce qui nous intéresse aussi particulièrement, c'est de pouvoir adapter nos équipements, nos méthodes et nos outils avec nos partenaires. C'est ce qui a été fait en particulier avec RAGT dans le cadre du développement des trames hydro-isotubes. Les applications, je vais vous montrer quelques exemples de manière assez rapide. Là, vous voyez un ensemble un panel de projets. Là, j'ai mis intersection entre ce qu'on fait sur l'efficience d'utilisation de l'azote et les interactions plante-micro-organismes. Donc, c'est réussi différents projets. On peut faire la même chose pour les projets sur stress hydrique, stress thermique, biotique, l'utilisation d'autres éléments minéraux, l'agronomique et encore les associations. Et
et aussi des projets d'ingénierie de qualité qui nous permettent de développer tout ce qui est en robotique ou analyse d'image ou qualité. 3 exemples. Le premier exemple, c'est ce que nous avons fait avec RAGT. Nous avons pu, sur une gamme de génotypes, développer des algorithmes de quantification de symptômes qui nous ont permis de classifier un ensemble de génotypes. Qui nous ont permis de classifier un ensemble classer un ensemble de génotypes. À gauche, à droite, vous voyez la comparaison entre ce qui est obtenu en champ et ce qui est obtenu dans la plateforme. Ceci nous a permis de choisir des cultivars pour leur tolérance à la chlorostérite. Et ces cultivars ont été utilisés dans le cadre d'un projet Plant to Pro qui s'appelle Positif et qui a donné lieu récemment à une publication. C'est un des exemples de partenariat que nous pouvons faire. Un autre exemple, c'est celui de la LR Grasse qui est coordonné par Virginie Bourillon. Alors, Virginie, elle a phénotypé les systèmes racinaires de 336 accessions de poids, chacune en interaction avec 28, avec un mélange de 28 souches de rhizobium. Et ce qu'elle a déjà trouvé, c'est qu'il y a une très grande diversité d'architecture du système racinaire et les analyses de génétique d'association en cours lui permettront de déterminer les gènes impliqués dans cette variation. L'autre exemple, c'est l'NR-MIRGA. Dans la NR-MIRGA, donc l'objectif majeur, c'est d'identifier les déterminants moléculaires du développement racinaire et de la réponse adaptative au déficit hydrique. Alors, on a fait le typage en well water et water stress. L'analyse de nos réseaux de gènes par transcriptomique et clusterisation nous a permis d'identifier les gènes clés que vous voyez en bas. Et cette analyse a été couplée avec des analyses WAS et QTL afin d'identifier les gènes régulateurs majeurs et une vingtaine d'IQTL qu'on localise avec des SNP qui ont été trouvés par ailleurs dans l'analyse de réseau de gènes. Dernière slide. Là, la CACANI nous permet aussi de dimensionner des expérimentations sur le long terme en lien avec des questions plus fondamentales. Ici, c'est une slide qui illustre ce qui a été fait sur l'obion de plantes micro-organismes. Pour résumer, le génotype d'une plante a été screené pour sa teneur en azote et son phénotype a été modulé en sélectionnant et en réinoculant successivement des microbiotes racinaires, des meilleures plantes en vert ou des moins bonnes en rouge. Et après plusieurs générations, on arrive donc à faire évoluer la situation plante micro-organismes. Je pense que je suis dans les temps, j'espère. Perspectives sont des nouvelles solutions d'imagerie, je vous en ai parlé. Deep learning, nouveaux algos, je vous en ai parlé aussi, mais tous les gens qui veulent collaborer avec nous sont les bienvenus. Travailler plus avant sur les interactions plantes et micro-organismes et développer les approches d'autres espèces, qui est fait en particulier avec Guy Morin, sur les tomates actuellement, les porte-greffes. Et enfin, aller plus loin dans tout ce qui est robotique, robots et cobots pour éviter d'avoir des interventions telles que celles que je montre actuellement. Merci pour votre attention.